C'est à un voyage que nous vous invitons aujourd'hui. Un voyage fascinant qui vous transportera, grâce à cet écran et sans bouger de vos fauteuils, à travers le temps et l'espace, grâce aux compétences conjuguées et associées de deux acteurs culturels suisses de haut niveau. Le premier, la Fondation Martin Bodmer, située aux portes de Genève depuis 1951, est un conservatoire du patrimoine écrit mondial, un fonds unique rassemblé pendant 50 ans par le bibliophile d'origine zurichoise Martin Bodmer et récemment classé par l'UNESCO. Le second acteur, la start-up Artmin, vient pour sa part tout juste d'émerger de la pouponnière d'entreprise de la prestigieuse École polytechnique de Lausanne et révolutionne déjà le monde de l'art international auprès des musées comme des maisons de vente par sa technologie innovante en matière de numérisation interactive des plus précieux objets de notre patrimoine. Vous croyez sans doute avoir déjà vu ces images, à la télévision ou dans un magazine. Comme sur ces reconstitutions numériques, tirées par la NASA, des images envoyées par les sondes martiennes, il nous semble survoler quelques canyons escarpés et abyssales, un réseau comparable au Valles Marineris, ce gouffre profond de plus de 10 000 mètres qui balafre la surface de la planète rouge. Couleurs, textures, tout semble concorder, mais dans l'infiniment réduit. Et lorsque l'opérateur effectue d'un doigt la manœuvre voulue, nous voici de retour sur notre bonne vieille Terre, mais il y a près de 5000 ans. Le document que vous découvrez à présent dans son intégralité, après en avoir perçu les plus infimes détails, nous renvoie en effet en ces lieux et temps où naquirent les structures de pouvoir modernes, mais aussi à cette révolution technologique encore indépassée, l'écriture. Le bassin mésopotamien, objet d'enjeux si cruciaux et déchirants de notre temps, vit en effet apparaître, dans la seconde moitié du 4e millénaire avant notre ère, à la fois la première matérialisation de la parole sur la matière, des pictogrammes, ensuite devenus des caractères nommés cunéiformes, et les premiers systèmes de gouvernement organisés. Le premier d'entre eux s'implanta à Sumer, autour des cités-États d'Our et d'Uruk, sièges de monarchies puissamment organisées et structurées. De leurs activités décisionnelles, dans la guerre ou dans la paix, la construction ou le commerce, ont subsisté de nombreux témoignages figés pour toujours dans la glaise cuite de ces tablettes. Ces premiers supports de l'écrit pouvaient aussi bien comporter des inventaires administratifs étatiques que des correspondances diplomatiques ou commerciales. Aristocrates et marchands y avaient également recours pour noter des actes de propriété, des transactions ou des savoir-faire, comme c'est le cas pour ce texte, venant peut-être d'un parfumeur du temps, qui mentionne les secrets de fabrication d'un baume ou d'un onguent, avec les détails de sa composition et les quantités nécessaires à sa réalisation. De ces entités politiques naissantes émergèrent au fil des siècles de puissants empires, tels celui de l'Égypte antique, qui vit des pharaons régner sur la vallée du Nil pendant près de 3000 ans. Autour d'eux, toute une infrastructure étatique, faite de courtisans, de fonctionnaires grands et petits, de soldats. C'est ce dernier rôle qui incomba au défunt Iwi, représenté avec sa femme Abéthénie et ses propres parents sur cette stèle funéraire. Qualifié de compagnon des compagnons, il occupait sans doute la fonction de garde du corps de Pharaon à un moment donné de la 12e dynastie sous les règnes des Sésostris et Amenémat. Placé dans son tombeau, cette stèle devait garantir à son cas, sa force vitale, d'être rassasié pour l'éternité grâce au pain, bière, morceaux de viande et de volaille disposés devant lui avec d'autres choses parfaites et pures dont vit un Dieu.
Mais quel meilleur moyen d'exprimer les relations entre pouvoir, commerce et échange que la monnaie? C'est cette fois du côté de la Lydie, en actuelle Turquie, qu'il faut rechercher les premières rondelles ou globules de métal précieux dans la première moitié du 7e siècle avant notre ère. L'usage va vite se répandre à travers tout le monde grec puis hellénistique, atteignant les confins de l'empire d'Alexandre. La forme ronde des pièces de monnaie gagnera de loin en loin l'empire de Chine, cohabitant avec les monnaies plus anciennes en forme de petits couteaux ou de bêches de bronze. Le talent des graveurs antiques a très vite fait de la monnaie la rencontre de la politique, de la valeur financière et de l'art. En témoigne cette prestigieuse pièce, frappée à l'effigie de la reine Arsinoé II, qui a vécu de 316 à 268 avant Jésus-Christ. Cet impressionnant octodrachme, une pièce massive de 28 grammes d'or pur, représente l'une des plus puissantes souveraines de l'Égypte ptolémaïque. Fille d'un général d'Alexandre le Grand, qui s'empara du trône d'Égypte, elle épousa finalement son frère Ptolémée II et exerça conjointement avec lui son pouvoir sur le plus riche pays du monde. Femme de tête, mais aussi mécène, elle encouragea et favorisa la création de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui attira bientôt les plus grands savants du monde. Frappée, sous le règne de son descendant Ptolémée VI, cette monnaie commémorative comporte une lettre K ayant valeur numérique et indiquant l'année de frappe 160 ou 156 avant Jésus-Christ. Durant toute la période hellénistique et jusqu'à l'irrésistible montée de Rome, l'or égyptien représentait à travers tout le bassin méditerranéen et bien au-delà l'étalon monétaire de référence, dont les monnaies colportaient jusqu'à des terres lointaines, au gré des échanges, les traits des souverains lagides. Rome, justement. Parlons-en un instant. L'Ourps, la ville, comme on l'écrivait avec une majuscule de respect, connut à peu près tous les régimes politiques dès l'Antiquité. De monarchie, elle devint république à principe aristocratique, avant d'évoluer vers le principat qu'on appelle aujourd'hui empire. Ces mutations ne se firent pas sans crise, souvent sévère, impliquant le peuple des citoyens mais aussi l'armée. Révolution de palais et guerre civile ont ainsi ponctué ces 1000 ans d'histoire. Rien qui puisse surprendre l'homme du XXIe siècle, sinon pour remarquer que, jadis, le récit de ces pages sombres se faisait souvent en vers. C'est ainsi que l'affrontement des titans César et Pompée, lors de la bataille de Pharsale, en 48 avant Jésus-Christ, donna lieu à une célèbre épopée sous la plume du poète latin Lucain, qui se suicida à l'âge de 25 ans sur ordre de Néron. Composé vers 65 de notre ère, ce texte puissant a survécu au passage du temps et à la mort des civilisations pour se voir ici recopié par un moine français du XIIIe siècle. Ces vers latins, jadis composés sur papyrus ou recopiés sur cire, se déroulent à présent sur un solide parchemin, une peau animale sujette à des rétractations typiques que la visualisation 3D et la technique de réillumination permettent d'apprécier, de même que le grain et la texture de la peau. Dans la marge de ce feuillet, un lecteur du Moyen-Âge a jugé bon, pour illustrer le propos de l'auteur, de faire figurer une représentation schématique du monde comme on l'envisageait alors. Un cercle, barré par un T représentant la grande mer intérieure. Au 7e siècle, l'érudit Isidore de Séville avait en effet parlé, je cite, d'un monde dit rond, d'après la rondeur d'un cercle, parce que le monde est tel une roue. En effet, l'océan qui l'entoure de toutes parts le délimite par un cercle, et il est divisé en 3 parties, d'une part l'Asie, en second l'Europe, et en troisième l'Afrique. C'est finalement à Al-Idrisi,
Un géographe arabe, mais commandité et pensionné par un souverain chrétien, le roi normand Roger II de Sicile, que l'on devra l'abandon, vers 1150, de cette représentation primitive du monde. La puissance de Rome tenait autant à ses structures étatiques qu'à son organisation militaire. Après l'expansion initiale, vint le temps de la défense du limes, la frontière constamment menacée par les coups de boutoir des peuples nouveaux en pleine expansion, ce qu'on appelait barbares, tout simplement parce qu'ils ne parlaient ni latin ni grec, mais des langues incompréhensibles, en somme, des borborigmes. Parmi ces soldats figurait un Anatolien nommé Marcus Herennius Pisicrates, officier marinier dans la flotte de Mycène. Au terme de ses 26 années de service, il obtint ce diplôme gravé dans le bronze en l'an 214, décerné par l'empereur Caracalla lui-même. Ce brevet de bons et loyaux services devait lui conférer la citoyenneté romaine, un privilège obtenu par tous les vétérans survivants. Mais il fut sans doute un peu déçu, car 2 ans plus tôt seulement, ce statut si recherché qu'était la citoyenneté avait été décerné par l'empereur à tous ses sujets. Toutes les révolutions ne sont pas sanglantes, ou même politiques. L'une des principales a touché le monde antique, connaît encore ses résonances profondes dans notre quotidien. Elle vint d'un petit village de Judée, baptisé Bethléem. Les récits de la vie de Jésus, recueillis et mis en forme par ses premiers disciples et adeptes, circulèrent bientôt dans tout le bassin de la Méditerranée, en araméen d'abord, mais surtout en grec, la langue commune d'alors. Cet exemplaire célèbre de l'Évangile selon saint Jean est le plus ancien conservé dans son intégralité. Il a été écrit par un scribe relativement talentueux vers la fin du IIe ou le tout début du IIIe siècle de notre ère, à la même époque donc où le quartier-maître Marcus Herennius Pisicrates prenait sa retraite. Loin de se présenter comme un rouleau, la forme longtemps employée pour les textes écrits, ce vénérable manuscrit est au contraire très proche de notre conception moderne du livre, une liasse de feuillets attachés ensemble par l'un de leurs côtés. Il s'agit donc d'un des plus anciens exemplaires connus de codex, en même temps qu'une relique particulièrement précieuse des premiers temps du christianisme. En 476, l'Empire romain d'Occident, épuisé, s'écroulait définitivement. Mais cela ne signifiait pas l'extinction de cette civilisation, puisqu'en Orient, l'Empire byzantin devenait l'héritier direct de la Rome des Césars pour encore près de 1000 ans. Les soi-disant barbares, qui régnaient à présent sur l'Europe occidentale, devaient d'ailleurs vite se romaniser. En ces temps de brassage culturel, ces rois un peu frustes, mais pragmatiques, surent vite adapter leurs coutumes et leurs pratiques. Abandonnant ainsi en partie le troc, ils bâtirent monnaie, et quel meilleur modèle adopter pour la reconnaissance internationale de leur devise que celui de Byzance. Ce solidus, ou sou d'or extrêmement rare, puisqu'on n'en connaît que 2 ou 3 exemplaires au monde, a ainsi été frappé durant le VIe siècle dans la ville non identifiée de Ivegio Vicus, quelque part en Gaule. Bien qu'employée par une autorité mérovingienne, elle imite la monnaie d'or standard byzantine, avec toutefois un traitement iconographique selon les goûts et canons barbares. Bel exemple d'intersection culturelle dans le domaine économique. Les spiritualités, elles, survivent au gouvernement, voire aux civilisations. Cela ne veut pas dire qu'elles ne connaissent pas leurs propres déchirements internes. Le grand schisme, de 1054, brouilla pour des siècles les églises chrétiennes d'Occident et d'Orient, cette dernière étant dès lors qualifiée d'orthodoxe.
Constantinople, en devint le principal centre spirituel. Ce somptueux évangéliaire, sorti d'un atelier de copistes et d'enlumineurs de Byzance même, ou peut-être de Smyrne, est légèrement antérieur à ce séisme théologique. Datant de la fin du Xe siècle, il représente les évangélistes en train d'écrire la Bonne Nouvelle dans des poses hiératiques sur fond de feuilles d'or, une iconographie encore très présente aujourd'hui dans tous les pays d'obédience orthodoxe, en premier lieu la Grèce ou la Russie. Autre ébranlement aux conséquences incalculables, la réforme luthérienne. En 1517, ce n'est pas un empereur, un général ou un pape qui fit trembler l'ordre établi, mais un simple moine allemand de la bourgade qu'était alors Wittenberg. En rejetant les pratiques simoniaques, et notamment la mercantilisation du pardon divin, ce pur entra en résistance contre une institution et ouvrit par là même la voie à une relecture et à une réappropriation des textes saints jusqu'alors intangibles et réservés à une élite de clercs. Sa traduction de la Bible en allemand devait permettre à tout un chacun d'accéder à la parole divine, une exigence dont les échos modernes nous sont encore sensibles avec les questions d'accessibilité des contenus en ligne et de l'open source. Quant au protestantisme, cette nouvelle spiritualité, née devant les portes de la cathédrale de Wittenberg, il a indéniablement marqué de son influence gouvernement, gouvernants et système de pensée, philosophique ou économique, depuis 5 siècles. Une autre révolution, technique celle-là, marque encore les débuts des temps modernes dans tous les manuels scolaires, la naissance de l'imprimerie. Au milieu du XVe siècle, sur les bords du Rhin, un entrepreneur nommé Johannes Gutenberg réussit la première impression à caractère mobile de l'histoire. Si le procédé d'impression était certes déjà connu depuis de nombreux siècles en Chine et avait lentement essaimé notamment dans le monde arabe, l'innovation de Gutenberg et de ses associés était d'avoir réalisé des caractères individuels en plomb, gage de réemploi, d'une certaine longévité, et donc d'économie substantielle par rapport aux techniques traditionnelles de la planche de bois gravée. Grâce à cette nouvelle technologie, le livre devint plus facile à produire et donc à diffuser. Gouvernants et garants de la foi ne furent pas sans s'en inquiéter, car la parole se libérait avec le risque de ne plus pouvoir la contrôler. L'un des personnages du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo désignait tour à tour la masse de la cathédrale, symbole de l'architecture, alors expression la plus aboutie de l'esprit humain, puis une presse typographique, en prédisant « ceci tuera cela ». Peut-être pourriez-vous tenir le même discours en tenant à bout de bras votre actuel livre de chevet et votre smartphone. Pas sûr toutefois que la chose écrite et imprimée se laissera tuer si facilement. La Bible de Gutenberg ouvrit en tout cas bien une nouvelle ère, même si cette transition, comme toutes les évolutions, se fit en réalité sur plusieurs décennies. En témoigne la persistance. Sur le premier feuillet de cet exemplaire bonne mère de la Bible de Gutenberg, le seul exemplaire conservé en Suisse et l'un des 40 survivants au monde, de rehauts décoratifs appliqués à la main par un artiste enlumineur et à la manière médiévale sur cette page imprimée mécaniquement. La suite de l'histoire, en quelque sorte, vous la connaissez. C'est celle de notre monde moderne, la conséquence d'un long parcours dont nous n'avons fait qu'effleurer quelques étapes fondamentales. Mais quelle similitude observable, me direz-vous, entre ces époques révolues et la nôtre? On me permettra de citer un président américain disparu il y a déjà plus d'un demi-siècle pour dire avec lui qu'en dernière analyse, notre lien commun fondamental, c'est le fait que nous habitons tous sur cette planète.
nous respirons tous le même air, nous chérissons tous l'avenir de nos enfants, et nous sommes tous mortels. Grâce aux nouvelles technologies, notamment de l'imagerie, les vestiges de notre passé gagnent en lisibilité et nous apportent leurs renseignements, toujours pertinents, en dépit du temps passé. Pouvoir, argent, échange, toutes ces routes ont déjà été sillonnées bien avant nous, par des moyens différents, certes, mais souvent avec les mêmes motivations. À la lumière des erreurs commises, peut-être trouverons-nous de quoi ne pas les reproduire. Car après tout, sommes-nous, êtes-vous, tellement différents de cet homme, dont les traits furent fixés pour l'éternité, dans la peinture et dans la cire, quelque part dans la vallée du Nil, il y a 1800 ans.